connexion, il arrive. Qui a des problèmes de connexion? Youssef? Ok, bon, je pense que vous allez vous en sortir tous les deux. Ouais, ouais. Euh, donc aujourd'hui, on va reprendre au 1, 2, 2, mais avant ça, donc j'ai rajouté, donc prenez la nouvelle version hein, si du cours, si vous avez une ancienne version. Donc une façon de voir si c'est la nouvelle ou pas, c'est que il y a une proposition page 18 avec une équivalence entre trois phrases. Petit 1, petit 2, petit 3, donc ce que je vois à l'écran. Donc si vous avez soit rien, soit seulement 2 points, c'est que vous n'avez pas la dernière version qui est sur le Discord. Donc prenez-la tout de suite avant de commencer parce que c'est important de travailler sur la même version. Ok. Donc, alors je regarde juste. Et il en manque encore. Hein. Je sais pas ce que foutent les autres, mais bon, je continue. Hein. Iwan, tu filmes Ok, bon, parfait. Bon, bah, je continue alors. Au pire, tu donneras le début du truc. Donc j'ai rajouté cette proposition là parce que j'avais donc c'est des choses que j'avais alors l'équivalence entre 1 et 3 je l'avais écrite plus tôt et le petit 2 je l'avais rajouté pendant le cours mais il y avait pas mal de questions sur ce truc là donc je l'ai rajouté j'ai donné la preuve donc c'est des preuves qui sont directes il faut juste savoir ce qu'on veut montrer et après c'est très formel mais donc on va faire rapidement je vais commenter rapidement la preuve entre ces 3 points. Donc habituellement, quand on doit prouver une équivalence entre plus de deux propositions, on fait par un truc circulaire du genre 1 implique 2, 2 implique 3, 3 implique 1. Alors ici, j'ai pas fait ça pour la simple bonne raison que j'ai rajouté le point 3 après les points 1 et 2 et que j'avais pas envie de tout réécrire. Du coup, j'ai fait 1 implique 2, 2 implique 1 implique 3 et 3 implique 1. Ok, mais il n'y a pas de raison profonde d'avoir fait ça comme ça. En tout cas, donc l'équivalence, donc c'est d'abord F1 et FP sont en somme directe. Donc ça, je rappelle que par définition, je l'ai défini comme disant que si je prends un élément qui est dans la somme, alors il y a une unique façon de l'écrire comme la somme d'un élément de F1 plus un élément de F2 plus etc. plus un élément de FP. Donc ça, c'est la définition que j'ai donnée de somme directe. Le petit 2, donc c'est la propriété que j'avais écrite en bas de la page précédente pendant le cours de mardi. Donc c'est que à chaque fois que je choisis un indice entre 1 et P, FI est la somme des autres FK, donc pour K différent de I, ces deux espaces-là sont en somme directe. Donc je rappelle que ça, là on est dans le cas de la somme directe de deux espaces, donc qui a été défini et étudié précédemment. Et le petit 3, donc il était écrit ici, donc dans le c'est équivalent à demander que. Donc c'est ça qui est écrit. Donc faites gaffe, j'avais oublié de mettre le 0, tout ça, mais je l'avais rappelé pendant le cours, mais au cas où, il est possible qu'il vous manque un 0 quelque part. En tout cas, donc, que dit ceci? Ça nous dit que si je prends P éléments, le premier dans F1, le deuxième dans F2 et le dernier dans FP, alors si la somme de ces éléments est égale à 0, nécessairement tous les éléments doivent être égaux à 0. D'accord? Donc c'est trois caractérisations possibles de la somme directe. Et donc, on va rapidement montrer l'équivalence de ces propositions. Donc, pour 1 implique 2, donc je suppose que F1 et FP sont en somme directe. Et je dois montrer que pour tout i dans un P, on a quelque chose. Donc, je fixe un i dans un P, donc soit i un indice. Je dois montrer que FI et la somme pour k différent de i des FK sont en somme directe. Donc ça, une des caractérisations possibles quand on est pour deux espaces, c'est de dire que si je prends un U dans le premier et un V dans le deuxième, dont la somme est nulle, alors je veux montrer que U et V sont nuls. Donc pour ça, j'écris V comme la somme pour k différent de i de certains VK, puisque V est dans cette somme-là. Et simplement pour simplifier la notation, je vais dire que VI, qui n'est pas encore défini, parce que j'ai les VK, ils sont pour K différents de I. Donc je dis que VI est égal à U.
Donc, avec ces notations-là, bah, j'ai que VI plus la somme pour K différent de I des VK est égale à 0, c'est-à-dire que la somme pour K, alors là, évidemment, c'est un VK. Première erreur. Donc, la somme pour K allant de 1 à P des VK est égale à 0. Et VK est dans FK pour tout K. D'accord? Que K soit égal à I ou pas. Mais donc maintenant, les FK, ils sont en somme directe. Et donc, par définition, par la définition que j'ai donnée de la somme directe. Ah oui, mais alors là, évidemment, j'ai utilisé le. Forcément. Donc, c'est plutôt. C'est juste que comme j'avais supposé que 1 et 3, on connaissait déjà que c'était équivalent, là, j'ai utilisé la propriété 3 plutôt. Bon, on va dire que ces 3 impliquent 2. Donc voilà, donc j'ai supposé 3. Plutôt, donc j'ai supposé 3. Et donc, j'ai écrit... Bon, excusez-moi, ça démarre mal, mais c'est parce que j'ai fait trop de changements sur ce truc-là en même temps. Donc, comme on a 3, donc ça, c'est 3 implique 1 finalement. 3 implique 2. Ok, donc 3 implique 2, donc oubliez ça. Donc, comme on a le point 3, on sait que si la somme de tous les VK est nulle, alors c'est que chacun des VK est nul. D'accord? Puisque chaque VK est dans FK. Et donc, bah, ça me dit que tous les VK sont nuls, et donc en particulier que U est égal à V est égal à 0. Et donc la somme FI plus somme pour K différent de ID FK est bien directe. Donc ça prouve le sens 3 implique 2. Je vais faire ensuite donc le sens. Alors du coup, il y a des choses qui deviennent pas intéressantes. Ok. Donc en fait, donc maintenant, donc j'ai 3 implique 2. Donc maintenant 2 implique 1. Donc pour 2 implique 1. Excusez-moi, je réfléchis 2 secondes. Bon, je vais déjà faire 3 implique 1. Donc 3 implique 1, il est là. Donc, ok. Donc, je suppose que j'ai 3. Donc, j'ai un U dans F1 plus FP. Je prends un U dans F1 plus FP. Donc, par définition, je peux trouver des UI dans les FI tels que U est la somme des UI. Et si je suppose que j'ai 2 écritures comme ça, donc ce que je dois vérifier quand je veux vérifier le point 1, je veux vérifier que automatiquement les UI sont égales au U'I. Mais donc si j'ai 2 écritures, bah, je peux faire leur différence. UI moins U'I, il est dans FI puisque UI et U'I sont dans FI et que FI est un espace vectoriel. Et donc là, dans ce cas-là, quand j'ai une somme comme ça d'éléments de FI qui est nul, le point 3 me dit que chacun doit être nul. Et donc j'ai que pour tout i, UI égale U'I, ce qui me donne l'unicité de la décomposition et donc le point 1. D'accord? Donc j'ai 3 implique 1, j'ai 3 implique 2. Bon, écoutez, je vais faire simple, je réécrirai, de toute façon c'est des choses que vous pouvez lire par vous-même. Donc je réécrirai ça de façon un peu plus propre et s'il y a des questions, vous me les poserez. Parce que là, il y a rien de compliqué, mais c'est juste qu'il faut savoir juste quelles sont les hypothèses et où on veut arriver. Ok, donc on passe à la suite. Mais je réécrirai ce passage-là rapidement. Donc, aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Donc, on a parlé d'applications linéaires, on a parlé d'espaces vectoriels, de sous-espaces vectoriels, et notamment de sous-espaces vectoriels engendrés par une partie ou par une famille de vecteurs. Et aujourd'hui, on va parler d'applications linéaires importantes, qui sont les endomorphismes d'un espace, qu'on appelle les projections et les symétries.
Et les projections et les symétries, elles interviennent très fréquemment parce qu'elles sont très très liées justement à la décomposition d'un espace comme somme de deux supplémentaires, comme somme directe de deux espaces supplémentaires. Et c'est comme ça qu'ils interviennent. Donc la définition, bon alors évidemment projection, hein, ça vous fait penser normalement à quelque chose, hein, comme quand vous projetez, je sais pas, un vecteur en physique, quand vous faites un bilan des forces ou des choses comme ça. Et c'est ça que on fait ici. La différence étant que pour le moment, on n'aura pas de notion d'orthogonalité ou de produit scalaire, des choses comme ça. Donc la définition est la suivante. Donc je prends f et g, deux espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc E est égal à f plus g. Et je considère l'application pi qui va, donc il y a un endomorphisme de E, donc qui va de E dans E. Et si x appartient à f, je pose que pi de x est égal à x. Et si y appartient à g, je pose que pi de y est égal à 0. Donc ça, a priori, ça me définit une application uniquement sur f et sur g. Mais on a le théorème qui était en bas de la page 16, enfin plutôt en haut de la page 17, qui me disait que quand j'ai deux supplémentaires f et g d'un espace E, eh bien, donc là j'utilise la surjectivité. Si je me donne une application de f dans un certain E' et une application de g dans un certain E', eh bien il y a une unique façon de définir une application E qui est en restriction à f et la première application que j'ai choisie, et qui est en restriction à g et la deuxième application que j'ai choisie. Donc la surjectivité me dit qu'il existe une application f qui va vérifier ça, et l'injectivité me dit que cette application est unique. Et donc si je définis mon application pi en la définissant sur f et en la définissant sur g, bah, c'est une définition qui est licite parce que effectivement il y a une unique façon de définir une application sur E qui va vérifier ça. Et évidemment, bah, cette application, elle est définie par si Z appartient à E et que Z est de la forme x plus y avec x dans f et y dans g, eh bien, pi de Z est défini comme étant bah, pi de x plus pi de y. Donc là, je recopie finalement une partie de la preuve de ce qui a été fait avant. Donc pi de z, ce sera pi de x plus pi de y, mais pi de x, c'est x, et pi de y, c'est 0. Donc en fait, le seul truc, je suis simplement en train de dire que cette application-là, c'est l'application qui garde en mémoire la composante sur f. D'accord? Quand j'ai un élément z de E, je peux l'écrire comme une composante sur f et une composante sur g. Eh bien, c'est simplement l'application qui à z associe la composante de z sur f. Ok, c'est ça la projection. Donc on appelle ça la projection ou le projecteur, ça dépend, sur f parallèlement à g. Donc c'est important, il faut savoir sur quoi on projette, c'est-à-dire quelle composante on veut garder, mais par rapport à quelle décomposition. Donc f et g font partie des données. Ok, donc prenez simplement un exemple de ça qu'on va revoir, un exemple géométrique qu'il faut avoir en tête. Est-ce que vous voyez la partie à gauche du trait qui passe à gauche de la barre verticale là? Ouais. Oui. Oui. Ok. Oui. Ok, donc si ça c'est f, et que par exemple, donc là j'ai 0, donc là je suis dans le plan, ok, et bien la projection, bah, ça va être simplement donc un vecteur qui est là, enfin, donc un vecteur qui correspond au vecteur 0, 0, le point que j'ai mis là. Bah, simplement, vous projetez parallèlement, c'est-à-dire que vous faites quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça c'est U, et ça c'est pi de U. Ok? Donc l'idée étant que bah, U, il s'écrit comme ce point-là, Y, plus ce point-là, X. Et donc, comme U, c'est X plus Y, et ben, la projection pi de U, bah, c'est la composante que j'ai sur l'axe des F. Donc, il n'y a pas besoin, dans cette histoire de projection, ça n'a pas de sens pour nous de parler de droite perpendiculaire, donc on peut projeter, même si les choses ne sont pas perpendiculaires. Ce qui est important, c'est qu'on ait deux supplémentaires. Ok, donc tout de suite des exemples de ça. Donc un exemple intéressant, c'est celui de la division euclidienne dans k crochet x. Donc je prends E égale k crochet x.
je prends B, un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, et je considère les deux espaces suivants, donc F qui est l'ensemble B qu'accroché X, donc je l'ai déjà défini précédemment, donc c'est l'ensemble des multiples de B. Donc on avait dit que c'était un sous-espace vectoriel. D'un autre côté, je considère G l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n-1, n étant le degré de B. Et donc, on a vu précédemment que par le théorème de la division euclidienne, n'importe quel polynôme peut s'écrire comme la somme d'un multiple de B et d'un reste, c'est-à-dire un polynôme de degré inférieur à n-1. Donc ça me dit que F et G sont supplémentaires dans E. Et si je regarde la projection pi sur G parallèlement à F, bah, qu'est-ce qu'elle fait à un polynôme A? Elle associe son reste dans la division euclidienne par B. Donc, donner le reste dans la division euclidienne par un polynôme fixé, c'est une sorte de projection, d'accord? C'est la projection qui correspond à la décomposition des polynômes en la somme de ces deux sous-espaces supplémentaires. Donc, bon, ça finalement, c'est un exemple un peu élaboré. On peut faire un exemple beaucoup plus simple. Donc, j'ai déjà dit, hein, donc, qui est la projection de R2 dans R2, donc qui a XY donne X0. Donc, c'est la projection sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe des ordonnées. Et comme je disais avant, donc c'est important de bien parler des deux sous-espaces supplémentaires. Donc, par exemple, je peux projeter sur l'axe des abscisses, mais parallèlement à un autre supplémentaire, et ça va me donner une autre application, bien sûr. Donc, si par exemple je considère D1, donc l'axe des abscisses dans R2, et D2, la première bisectrice. C'est mal fait. Donc D1. Donc D1, c'est la première bisectrice, et D2, c'est l'axe des abscisses. Et bien alors, donc D1 et D2 sont supplémentaires dans R2. On a vu que dès qu'on prenait deux droites distinctes dans R2, elles étaient supplémentaires. Et la projection sur D1 parallèlement à D2, elle est donnée par à XY, j'associe X moins Y 0. Pourquoi on a ça? Bah, si vous prenez un élément U qui s'écrit XY dans R2, bah, vous voulez l'écrire comme un élément de l'axe des abscisses plus un élément de la première bisectrice. Bon, bah, il n'y a pas trop le choix. Si vous réfléchissez un peu, alors soit vous résolvez un système, soit vous le voyez directement. Bah, ce que vous allez trouver, c'est que U, il est de la forme X moins Y0 plus YY. D'accord? Ça, c'est dans D1. Ça, c'est dans D2. Et il n'y a pas d'autre façon d'écrire ça, puisqu'ils sont supplémentaires. Donc, il y a une unique façon d'écrire cette décomposition. Et donc, une fois que j'ai écrit cette décomposition, bah, la projection, elle me garde simplement ma composante sur l'axe des abscisses. D'accord? Donc, sur D1, donc X moins Y0. OK? Est-ce que c'est clair pour ces exemples? Oui. Oui. OK. Donc là, on est parti de la décomposition en somme de supplémentaires et donc on a défini la projection à partir de là. Donc le théorème qui suit, il va nous dire d'une part quelles sont les caractéristiques, comment à partir de la projection on retrouve l'espace sur lequel on projette et parallèlement à quel espace. Donc ça, c'est la première partie de la proposition. Et réciproquement, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il va nous dire comment on caractérise. Donc, si je prends un endomorphisme, quelle est la propriété qui va me permettre de dire que cet endomorphisme est une projection sur un sous-espace parallèlement à un autre sous-espace. Il y a plein d'applications linéaires qui ne sont pas il y a plein d'endomorphismes qui ne sont pas des projections, et donc j'ai envie d'avoir une caractérisation intrinsèque, c'est-à-dire qui ne dépend que de l'endomorphisme lui-même, pour savoir si c'est ou non une projection. Et donc c'est la deuxième partie de la preuve de la proposition qui va nous dire ça. Donc d'abord, dans la première partie, donc j'écris, donc je suis dans ce que j'ai dit précédemment, donc j'écris ma décomposition de E comme somme de supplémentaires. Je considère la projection de F sur G et je veux montrer un certain nombre de propriétés. Donc la première propriété, c'est que pi carré est égal à pi. Donc je rappelle que quand j'écris pi au carré, je suis en train de faire un produit dans l'anneau des endomorphismes, mais le produit, c'est simplement la composition. Donc ça veut juste dire que pi rond pi est égal à pi. Il n'y a pas d'autre produit à considérer.
Donc, quand j'écris pi carré, c'est pi rond pi. Je pourrais écrire les deux. Là, j'ai écrit pi carré. Donc, la première chose, c'est une propriété, voilà, comme quoi l'élément pi, il a une certaine propriété intéressante. Quand je le multiplie par lui-même, eh bien, ça change rien. La deuxième chose, c'est que je suis capable de retrouver l'espace F simplement en termes de l'application pi. L'espace F, ça va être l'image de pi. Et l'espace G, ça va être le noyau de pi. Et donc, lui aussi, je peux le retrouver directement. Voilà. Donc, d'abord, on va montrer ça et on reviendra ensuite sur la deuxième partie de la proposition. Donc, je considère pi la projection sur F parallèlement à G. Donc, d'abord, je dois montrer que pi carré égale à Z, égale à pi. Donc, je fixe Z dans E et je veux calculer pi carré de Z et pi de Z. Donc, j'écris Z égale à X plus Y avec X dans F et Y dans G. Et donc, d'après ce que j'ai dit plus haut, pi de Z, il est égal à X. Donc, pi carré de Z, bah, c'est pi carré de X. Pardon, c'est pi de X. Pi de Z, donc c'est pi de X. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? C'est un pas de chez moi? Ok. Donc celui qui a ça, enlève. Donc pi carré de Z, c'est pi de X. Mais X, évidemment, il s'écrit comme X plus 0. Donc la projection de X, bah, c'est X lui-même, d'accord? Ou dit autrement, on a dit par définition que la projection, quand j'avais un élément de F, elle l'envoyait sur lui-même. Donc, pi carré de Z, c'est pi de X, c'est X. Et donc, pi carré de Z, bah, simplement pi de Z, puisqu'on a dit que pi de Z, c'était X. Et Z, il est quelconque. Donc, j'ai vérifié que pour tout Z, pi carré de Z est égal à pi de Z. Donc, pi carré est égal à pi. Donc, ça, c'est mon premier point. Ensuite, je veux montrer que F est égal à l'image de pi. Donc, je vais faire par double implication. Donc, si je prends un X dans F, alors X est égal à pi de X, d'après ce que j'ai dit avant. Donc, X, il est dans l'image de pi, puisque c'est l'image de lui-même. Okay. Réciproquement, si je prends un U dans l'image de pi, alors, par définition, dire qu'il est dans l'image, c'est dire que je peux le voir comme pi de Z pour un certain Z dans E. Mais si Z s'écrit X plus Y avec X dans F et Y dans G, eh bien pi de Z, c'est égal à X, donc U est égal à X. Et donc, comme X est dans F, U appartient à F. Donc, j'ai montré que si j'avais un élément de F, il était dans l'image de pi. J'ai montré que si j'avais un élément de l'image de pi, il était dans F. Donc, F est égal à l'image de pi. Ok, alors c'est un peu du même type pour le noyau. Donc, je considère un Y dans G. Alors, par définition de mon application linéaire, pi de Y, il est égal à 0. Donc, Y, il est dans le noyau de pi. Et réciproquement, si je considère un Z dans le noyau de pi, je peux écrire Z comme X plus Y avec X dans F et Y dans G. Et alors, pi de Z, c'est X. Donc, dire que Z est dans le noyau, c'est dire que pi de Z est égal à 0. Et donc, X est égal à 0, ce qui veut dire que Z est égal à Y, donc que Z appartient à G. Et donc, par double implication, G est égal à K. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous dit que quand j'ai ma projection sur F parallèlement à G, eh bien, je peux retrouver F comme l'image de pi et comme l'image de la projection et G comme le noyau de la projection. En particulier, si je prends, c'est sans doute évident, mais si je prends deux projections sur F parallèlement à G et sur F' parallèlement à G', si les deux projections sont égales, c'est que F est égal à F' et que G est égal à G'. D'accord? Les sous-espaces sur lesquels on projette et parallèlement auxquels on projette sont déterminés par la projection, ce qui vient pas de la définition, mais ce qui vient de ces points qu'on vient de montrer. Ok, donc maintenant, on va s'intéresser à caractériser l'ensemble des projections parmi les endomorphismes de E. Et ce que je vais dire, c'est qu'en fait, cette propriété pi carré égale pi, eh bien, en fait, elle est caractéristique des projections. C'est-à-dire que n'importe quel endomorphisme de E qui vérifie p carré égale p, en fait, est une projection sur un sous-espace parallèlement à un sous-espace. D'accord? Et on sait déjà quels doivent être ces sous-espaces, parce que d'après le point B et le point C du précède,
nécessairement, si P est une projection, et ben automatiquement la projection elle est sur l'image de P parallèlement au noyau de P. Donc on va montrer que à partir juste de cette propriété qui a l'air assez faible, P carré égale P, on va reconstruire la projection à partir de là. Donc, on procède par analyse synthèse. Donc, on veut montrer que E, c'est la somme directe de l'image de P et du noyau de P. Donc, pour faire ça, c'est bien de procéder par analyse synthèse qui revient à montrer l'unicité puis l'existence. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suppose que j'ai réussi à faire cette décomposition et je vois qui est X, qui est Y. Si j'ai réussi à écrire Z comme X plus Y, avec X dans l'image de P et Y dans l'image de ker P. Et donc, une fois que j'aurai trouvé qui sont les candidats X et Y possibles, eh ben, je montrerai que ces candidats-là marchent. D'accord? Donc, c'est ça, un raisonnement par analyse synthèse dans ce cas. Donc, si Z s'écrit X plus Y, bah, P de Z, c'est P de X plus P de Y. Mais Y, par définition, il est dans ker P, donc P de Y, c'est 0. Donc, P de Z, c'est P de X. Mais X, il est dans l'image de P. Donc, ça veut dire que je peux l'écrire comme P de V pour un certain V. Et alors, P de X, bah, c'est P carré de V, c'est P rond P de V. Mais P carré est égal à P par hypothèse. Donc, c'est P de V. Et donc, en fait, P de X, c'est X. Donc, le bilan, c'est que si Z s'écrit comme X plus Y, P de Z est égal à X. Mais du coup, si je connais X, parce que maintenant, Z, je le connais, P, bah, il fait partie des données. Donc, j'ai trouvé X sous la forme P de Z. Et donc, la décomposition que je suis en train de chercher, eh bien, c'est nécessairement Z égale P de Z plus Z moins P de Z. Donc, je répète ce que je dis. Je dis que si une décomposition de Z sous la forme d'un élément de l'image de P plus un élément de ker P existe, nécessairement, l'élément de l'image de P, c'est P de Z, et l'élément de noyau de P, c'est Z moins P de Z. D'accord? Donc ça prouve l'unicité de la décomposition, mais ça prouve pas l'existence. Pour prouver l'existence, bah, je pars de cette formule et je montre que cette formule convient bien. C'est-à-dire bah, que les éléments P de Z et Z moins P de Z sont dans les espaces qu'on attend. Donc, bah, P de Z, on veut qu'il soit dans l'image de P, mais c'est P de quelque chose, donc bien sûr, il est dans l'image de P. Et Z moins P de Z, bah, quand je calcule son image par P, c'est P de Z moins P carré de Z par linéarité. Mais P carré est égal à P, donc P carré de Z, c'est P de Z, et donc ça, c'est égal à 0. Donc, Z moins P de Z est bien dans le noyau de P. Et donc, ça prouve que on a bien que E, c'est l'image de est égale à l'image de P plus le noyau de P. Et le fait que la somme est directe a été prouvé précédemment, puisqu'on a vu que si on avait une décomposition, elle était forcément de cette forme-là. Et donc, ça prouve qu'on a bien E qui est égal à la somme directe de l'image de P et du noyau de P. Ça va? Donc, ce qui est important dans ces trucs-là, bon, c'est d'être capable de suivre ce genre de calcul et de savoir les faire vous-même, parce qu'il n'y a rien de très compliqué. À tout moment, il y a à peu près une seule chose possible à faire. Donc, il faut savoir suivre ces calculs et surtout, il faut avoir compris la démarche donc de l'analyse synthèse. Donc, d'abord l'unicité, puis l'existence d'une certaine façon. Ok, bon, on a commencé à faire un certain nombre d'exemples comme ça. J'espère que ça commence à rentrer. Donc maintenant, on a montré que E était la somme directe de l'image de P et de ker P, et maintenant on veut montrer que P, c'est bien la projection sur l'image de P parallèlement au noyau de P. Donc pour ça, bah, je vais montrer que P coïncide avec cette projection sur IMP parallèlement à ker P, qu'elle coïncide sur IMP et qu'elle coïncide sur ker P. Donc si je prends un X dans l'image de P, par définition, X s'écrit comme P de V avec un V dans E, c'est un D ici. Et donc P de X, c'est P carré de V, mais P carré égale P, donc c'est P de V, donc c'est X. Donc j'ai bien que si X appartient à image de P, P de X égale X. Et par ailleurs, si Y est dans ker P, eh bien P de Y est égal à 0 par définition. Donc ça me dit que P se comporte sur l'image de P et sur le noyau de P comme la projection sur l'image de P parallèlement à ker P. Mais donc, s'il se comporte pareil sur deux espaces supplémentaires, c'est que les deux applications sont les mêmes. Et donc, P est bien la projection sur l'image de P parallèlement au noyau de P.
Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Si vous avez des questions, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, il faut suivre ce qu'on raconte. Donc j'attends vos questions s'il y en a. Vous êtes trop calme. Monsieur, juste quand on introduit le V, quand on dit x égale à PV, est-ce que V dépend de x ou pas? Ah, V, c'est. Ah oui, forcément. Je dis juste que j'ai un élément qui est dans l'image de P. Bon, bah, je l'écris comme une image, mais évidemment, si je prends si je prends un X', ce sera pas l'image du même V. Mais ça suffit pour faire une démonstration, ça, ou parce qu'au final... Ah non, bah oui, ok. Parce qu'après le x, non, c'est que c'est bon. On peut écrire X égale pour un V, pour un certain V, pour un certain V dans E. Ok. D'accord? Ah oui, monsieur. Ouais. J'ai pas compris le rapport entre la définition de la projection et les exemples qui suivent juste après. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas lié du tout les deux. Ah ben, ça Ou est-ce l'est. que vous pouvez juste réexpliquer enfin, les liens, s'il vous plaît? Donc, quel exemple? Les trois ou Ah oui, les trois. Ok. Donc, ma projection, elle est définie comme une application de E dans E. D'accord? Et c'est l'unique application telle que si x est dans f, pi de x est égal à x, et si y est dans g, pi de y est égal à 0. D'accord? Ça, c'est la définition de la projection. Mais donc, dit autrement, c'est l'application qui, quand j'écris z dans E sous la forme x plus y avec x dans f et y dans g, eh bien, à z, elle associe x. Pi de z est égal à x. Ok? Parce que pi de z, ça doit être pi de x plus p de y par linéarité. Mais pi de x, c'est x, et pi de y, c'est 0. Oui. D'accord? Mais la projection, c'est vraiment une application de E dans E. Ok. Donc maintenant, bah, dans mes trois exemples, j'ai une certaine somme directe de deux espaces supplémentaires et je regarde qui est la projection sur un espace par rapport à l'autre, parallèlement à l'autre. Et donc, par exemple, bon, disons le cas le plus simple, c'est la projection sur l'axe des abscisses par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Si j'ai un élément de R2 qui s'écrit XY, eh bien, sa composante suivant F, parallèlement à G, donc ça, quand j'écris XY comme un élément de l'axe des abscisses plus un élément de l'axe des ordonnées, la composante suivant F, c'est bien X0. Oui. Et donc ma Ça, oui. projection à XY, elle associe X0. En fait, c'était surtout le premier exemple où, enfin, qui Ok, posait alors le question. premier exemple est un peu plus difficile. Est-ce que tu es d'accord que F et G sont supplémentaires? Oui. Ok, donc F et G sont des espaces supplémentaires. Le F, c'est l'espace des multiples de B qui est degré n, et G, c'est l'espace des polynômes de degré n au plus n-1. Et donc, si je regarde la projection sur G parallèlement à F, qu'est-ce qu'elle me fait cette projection? Elle me dit que, bah, comme mes espaces sont supplémentaires, n'importe quel polynôme A, je peux l'écrire comme un polynôme de la forme BQ, c'est-à-dire un polynôme de F, plus un polynôme R, Mhm. et ça me dit que cette décomposition est unique. D'accord? Ça, c'est le fait qu'ils sont supplémentaires. Et donc, bah, ma projection, par définition, ma projection sur G parallèlement à F, c'est l'application qui a A associe R. Et donc, la projection, c'est le truc qui a un polynôme A de K crochet X, associe son reste, donne son reste dans la division euclidienne par B. Ah ok, du coup, oui, d'accord. Dit Ça devient autrement, moins le difficile. reste, c'est la composante de mon polynôme dans la décomposition en supplémentaire F plus G. Oui, d'accord. Ok? Il Ok. Merci. y a d'autres questions? Ok. Bon, donc, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je reprends tranquillement. Donc, on a parlé de projection. Donc, dans la famille, avec les projections, on a aussi les symétries. Donc, c'est un peu
Le même genre d'idée, c'est une application qui est directement définie à partir d'une décomposition pareille en sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc la projection, donc je fixe une décomposition de mon espace en somme de deux supplémentaires. Donc E est égal à F plus G. Et donc ma symétrie par rapport à F parallèlement à G, c'est l'application qui a sur F, elle ne bouge pas, et sur Y, elle donne l'opposé. D'accord? Donc vous avez, l'image qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez votre décomposition en supplémentaire comme ça. Et puis si vous prenez un point ici, bah, vous lui associez son symétrique parallèlement à D2 par rapport à l'axe D1. OK? Et donc ça, bah donc par exemple, si vous voyez C comme un R espace vectoriel, ce que je suis en train de faire ici, ce que j'ai en train d'écrire ici, c'est juste la conjugaison complexe. Donc quand vous parlez de la conjugaison complexe, vous êtes en train de parler d'une symétrie, à savoir la symétrie par rapport à l'axe des réels, la droite D1, parallèlement à l'axe des imaginaires purs, qui est la droite D2. D'accord? Donc la conjugaison complexe, c'est un cas particulier de symétrie. Donc, alors, ça ne devrait pas être surprenant. À partir du moment où la projection est définie directement à partir de la décomposition et que, pareil, la symétrie est définie directement à partir de la décomposition, si vous regardez une décomposition E en somme directe de F et G et que P en supplémentaire, hein, et que P est la projection sur F parallèlement à G et que S est la symétrie par rapport à F parallèlement à G, bah, vous avez une relation entre S et P. Donc, c'est quoi cette relation? Bah, vous pouvez, alors soit vous le voyez géométriquement, soit vous le remontrez directement. Mais finalement, ce que vous pouvez dire, c'est que quand je veux avoir S de X, donc il faut voir, hein, P de X, il est là, X, il est là, et S de X, il est là. Donc finalement, géométriquement, mais en fait, ça va être pareil à chaque fois par définition. Ce que vérifie vos trucs, c'est que S de X moins P de X, il est égal à P de X moins X. OK? Pour n'importe quel X dans E. OK, mais donc si j'ai S de X moins P de X, ça, donc je peux faire passer le 2P, alors comment j'ai écrit là? Donc je peux faire passer oui, ça, le 2P, le moins P vers la droite. Et donc, j'ai que, comme c'est vrai pour tout X, ça me dit en termes d'application que S est égal à 2P moins l'identité de E. Ou, si j'ai envie plutôt d'écrire P par rapport à S, P est égal à S plus identité de E sur 2. D'accord? Donc, si je parle dans un même exercice, par exemple, de l'asymétrie par rapport à F parallèlement à G et de la projection, eh ben, il faut bien que je pense que je peux écrire l'une par rapport à l'autre. D'une certaine façon, c'est juste, on aurait pu en définir qu'un seul des deux objets, mais on écrit les deux parce que les deux ont leur intérêt suivant ce qu'on raconte. Ok, donc je vais donner, donc je vais donner le théorème qui caractérise les symétries, un peu pareil que pour les projections. Et puis on donnera juste un exemple de symétrie après. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur les projections et les symétries. Mais par contre, ça intervient assez régulièrement dans les exercices, donc on en verra un certain nombre. Donc la caractérisation. Donc je suppose que E est égal à F plus G, et donc je considère la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Donc la première chose, ça va être d'identifier ce que vérifie S et qui sont F et G en fonction de S. Donc ce que je dis, c'est que S carré est égal à l'identité de E. Je dis que F est égal au noyau de S moins identité, et je dis que G est égal au noyau de S plus identité. Ok, donc on va d'abord vérifier ça, et ensuite on fera la deuxième partie de la preuve. Donc je considère ma décomposition en supplémentaire, j'introduis ma symétrie S, et donc qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier que S carré est égal à l'identité. Donc pour ça, bah, je considère un élément X de F. Donc si je considère un élément X de F, S carré de X, c'est S de X. Mais S de X, donc sur F, S ne fait rien.
Donc c'est S de X. Et S de X, bah, comme, encore une fois, sur F, on fait rien, c'est X. Donc, on a bien, sur X, on a bien que S carré de X est égal à X, c'est-à-dire que S carré est égal à l'identité de E sur F. Mais sur G, on a le même genre de calcul. Si Y est dans G, S carré de Y, c'est S de Y, c'est-à-dire S de moins Y. Et S de moins Y, c'est Y. D'accord? Puisque je peux faire sortir le moins par linéarité. Donc c'est moins Y, donc c'est Y. Et donc l'égalité S carré identité égale identité, elle est vraie sur F et elle est vraie sur G. Donc elle est vraie partout. Encore une fois, quand on a une somme de supplémentaires, une application linéaire qui est, enfin une identité entre applications linéaires sur deux sous-espaces supplémentaires, elle implique qu'on a l'identité partout, enfin, qu'on a cette égalité partout. Donc simplement parce que n'importe quel élément, je vais pouvoir l'écrire comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Donc ça prouve bien que S carré est égal à l'identité. Ensuite, je veux identifier l'espace F par rapport à ma symétrie. Donc, ce qu'on dit, c'est que F, c'est le noyau de S moins identité. Donc, le noyau de S moins identité, ça veut simplement dire l'ensemble des X dans E, tel que S de X moins identité de E appliqué en X est égal à 0, c'est-à-dire tel que S de X est égal à X. Ok, donc c'est rien de méchant. Le noyau de S moins identité, c'est juste l'ensemble des X qui sont envoyés sur eux-mêmes par S. Mais donc, si X est dans F, j'ai que S de X est égal à X, par définition, donc X est dans le noyau de S moins identité. Réciproquement, si je prends un Z dans le noyau de S moins identité, j'écris Z comme X plus Y avec X dans F et Y dans G, alors S de Z est égal à X moins Y. C'est ça que fait ma symétrie. Elle garde la composante sur F et elle prend l'opposé sur l'autre, de la composante sur G. Donc j'ai S de Z qui est égal à X moins Y. Mais maintenant, si Z est dans ker de S moins identité, ça me dit que S de Z doit être égal à Z, donc que X moins Y, ça c'est S de Z, doit être égal à Z. Mais donc, par identification maintenant, comme on est en somme de supplémentaires, nécessairement, ça me dit que la première composante est égale à la première composante, donc X égale X, ça me dit rien. Mais ça me dit surtout que moins Y est égal à Y, donc que 2Y est égal à 0, donc que Y est égal à 0. Donc Y est égal à 0, et donc Z est dans F, puisque Z est égal à X qui était dans F. Et donc par double, j'ai écrit implication, mais c'est plutôt inclusion. Par double inclusion, F, c'est le noyau de S moins identité. Ok, alors on peut faire des calculs analogues pour G, mais une petite astuce, c'est de regarder l'application moins S. L'application moins S, si vous regardez ce qu'elle fait sur F et sur G, ça va être la symétrie par rapport à G parallèlement à F. D'accord? C'est on inverse, on change l'axe qu'on est en train de fixer et l'axe où on est en train de regarder l'opposé. Et donc, d'après le point précédent, le point B, que j'applique à cette A-S, j'ai que G, puisque c'est l'espace par rapport auquel je suis en train de faire la symétrie, pour moins S, G, c'est le noyau de moins S moins identité. Mais le noyau de moins S moins identité, c'est la même chose que le noyau de S plus identité. D'accord? Et donc, j'obtiens directement par cette petite astuce que G, c'est le noyau de S plus identité. Ok, mais si l'astuce vous plaît pas, vous pouvez refaire les calculs. Ça pose aucun souci. Ok? Donc voilà la preuve pour cette symétrie. Alors on pouvait aussi utiliser, et je vais le faire, alors, normalement je peux faire une page blanche. J'ai une page blanche. Donc je vais aussi montrer, donc par exemple je vais montrons que S carré égale S, égale identité. Mais je vais utiliser pour ça ce que je sais sur les projecteurs. Donc si pi est la projection sur F parallèlement à G, on a vu que S
était égal à 2pi moins identité de E. Et donc maintenant, quand je calcule S carré c'est 2pi moins identité de E rond 2pi moins identité de E. Mais donc, je peux développer, c'est 4pi carré. Donc, j'écris des carrés, mais à chaque fois, c'est des compositions. Hein. Donc, c'est 4pi carré moins 2pi rond identité, donc moins 2pi. Moins identité rond 2pi, ça fait moins 2pi. Moins identité fois moins identité, ça fait plus identité de E. Et je sais que pi carré est égal à pi. Donc, ça me fait 4pi moins 4pi plus identité de E. Donc, ça me fait identité de E. Ok, donc c'est une autre façon de faire le calcul. C'est de dire que comme S carré est égal à... comme j'ai une relation entre la projection sur F parallèlement à G et la symétrie par rapport à F parallèlement à G, eh bien, toute information que j'ai sur la projection, et donc ce qu'on a fait avec le théorème précédent, je peux en tirer quelque chose sur la symétrie, et donc je peux faire le calcul comme ça. De même, je peux aussi comme ça montrer que F, c'est le kern, c'est le noyau de S moins identité de E. Donc comment je fais ça? Je vais utiliser que F, c'est l'image de pi. D'accord? Donc je veux dire que F, c'est l'image de pi. Alors, c'est pas forcément si clair comme ça. Image de pi. Ouais, non, c'est plus clair pour G. Je vais montrer. En fait, c'est pas si clair pour F. Faut peut-être utiliser l'astuce comme j'ai dit avant. Mais je vais montrer plutôt que G est égal à ker de S plus identité. Eh bien, ce que je sais, c'est, on sait que donc G, c'est le noyau de la projection. G est égal à ker pi. G, c'est le noyau de la projection sur F parallèlement à G. Et donc, pi, il est égal à S plus identité de E sur 2. Donc, ker pi, c'est ker de S plus identité de E. Ok, alors je peux mettre 1 sur 2, mais le sur 2 ne change rien parce que si je suis dans le noyau d'un endomorphisme, je suis dans le noyau de l'endomorphisme divisé par 2. D'accord? Donc, et inversement. Donc comme ça, j'obtiens, à partir de ce que je sais sur pi, j'obtiens mes informations sur S. D'accord? Et je pourrais faire, c'est un peu plus compliqué, mais je pourrais pareil montrer que F, comme ça, en faisant un peu plus de calculs cependant. Ok, donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Des fois, vous pouvez utiliser ce que vous savez des projections pour vous ramener, pour écrire des choses sur les symétries et inversement. Monsieur? Ouais. Donc pour un noyau, si on a, je sais pas, ker de grand X, on peut multiplier par n'importe quelle constante et ça fera toujours le même noyau, c'est ça? Si tu prends n'importe quelle application linéaire et que tu as multiplié par une constante non nulle, effectivement, ça donne le même noyau puisque je dis juste que si tu es annulé si f de x est égal à 0, alors lambda fois f de x est égal à 0. Et si lambda est non nul, c'est une équivalence. D'accord. Ok, si lambda est non nul, f de x est égal à 0, si et seulement si lambda fois f de x est égal à 0. Merci. Je t'en prie. Ok. Donc, ceci conclut la première partie de la proposition, enfin de la preuve de la proposition pour les symétries. Donc maintenant, on veut, de la même façon qu'on a caractérisé les projections comme l'ensemble des endomorphismes qui vérifient P carré égale P, on veut caractériser les symétries comme l'ensemble des endomorphismes qui vérifient S carré égale identité. Ce qu'on appelle des involutions, c'est-à-dire que quand j'applique 2 fois, ça me donne l'identité. Donc, pour ça, donc ce que je dis, c'est que si j'ai un endomorphisme qui vérifie, donc je ne sais pas encore que c'est une symétrie, si j'ai un endomorphisme qui vérifie SK égale identité, alors E va être égal au noyau de S moins identité plus le noyau de S plus identité. Et S sera la symétrie par rapport au noyau de S moins identité parallèlement
au noyau de S plus identité. Et donc, à partir de l'endomorphisme, je reconstruis comme ça l'espace par rapport auquel je fais la symétrie et le supplémentaire, donc parallèlement auquel je fais la symétrie. Ok, donc c'est le même genre de preuve que avant. Donc, je veux montrer l'unicité d'une décomposition de Z sous la forme X plus Y. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie analyse. Je montre l'unicité, donc et l'unicité en pratique va me donner la forme. Donc, si j'ai un élément Z de E qui s'écrit sous la forme X plus Y, avec X dans le noyau de S moins identité et Y dans le noyau de S plus identité, eh bien S de Z, c'est S de X plus S de Y. Mais dire que X est dans le noyau de S moins identité, c'est dire que S de X est égal à X. Et dire que Y est dans le noyau de S plus identité, c'est dire que S de Y plus Y est égal à 0, c'est-à-dire que S de Y, c'est moins Y. Et donc, S de Z, c'est X moins Y. Et donc, si je connais la décomposition Z sous la forme X plus Y, j'ai la décomposition de S de Z sous la forme X moins Y. Et donc, maintenant, je récupère X. X, ça va être, je zoomer un peu, X, ça va être Z plus S de Z sur 2. Et Y, ça va être Z moins S de Z sur 2. D'accord? Donc, si une décomposition de E de Z sous la forme un élément de noyau de S moins identité plus un élément du noyau de S plus identité existe, nécessairement, les composantes X et Y sont de cette forme-là. Réciproquement, j'ai mon Z fixé, je pose X et Y avec les formules que j'ai trouvées, eh bien, je vérifie immédiatement que Z est bien égal à X plus Y, dans la somme. Je vérifie immédiatement que X appartient au noyau de S moins identité, donc je vais peut-être faire ça. Donc, si X est égal à Z plus S de Z sur 2, eh bien S de X, c'est égal à 1 demi de S de Z plus S de S de Z. Mais 1 demi de S de Z plus S de S de Z, comme S carré est égal à identité, c'est 1 demi de Z plus S de Z. Et donc, c'est égal à X. Donc, si X est de cette forme-là, j'ai bien que S de X est égal à X, c'est-à-dire que X est dans le noyau de S moins identité. Et de même, on montre comme ça que Y est dans le noyau de S plus identité. Donc ça me prouve bien l'existence de ma décomposition. Et donc finalement, E, il est somme directe des deux espaces supplémentaires que sont le noyau de S moins identité et le noyau de S plus identité. Ok? Et donc, une fois que j'ai montré que j'avais le noyau de S moins identité et le noyau de S plus identité qui étaient supplémentaires, ça a bien un sens de parler de la symétrie par rapport au premier parallèlement au deuxième. Et donc, je veux montrer que S, c'est cette symétrie. Mais si X est dans le noyau de S moins identité, j'ai que S de X est égal à X. Et si Y est dans le noyau de S plus identité, j'ai bien que S de Y est égal à moins Y. Et donc ça, c'est exactement ce qui caractérise la symétrie par rapport au noyau de S moins identité, parallèlement au noyau de S plus identité. Et donc, ça me dit bien que S, c'est cette symétrie-là. Ok? Donc, vous mettez ces deux théorèmes sur les projections et sur les symétries en parallèle. Ils ont la même structure. D'abord, on définit des endomorphismes qui vérifient certaines propriétés par rapport à une décomposition en somme de supplémentaires, en somme de 2 supplémentaires. Et une fois qu'on a défini ces endomorphismes-là, on calcule leurs propriétés et on se rend compte en fait que la propriété importante, c'est dans le cas du projecteur que pi carré est égal à pi et dans le cas de la symétrie que s carré est égal à identité puisque ces deux propriétés caractérisent les projections et caractérisent les symétries. Ok? Donc, alors j'ai donné un premier exemple de symétrie qui était la conjugaison complexe. Alors j'en donne un autre ici. Monsieur, excusez-moi. Ouais. Ça veut dire si on a un endomorphisme et que l'endomorphisme il vérifie soit la première caractérisation, soit la deuxième, on a forcément ou une projection ou une symétrie. Bah c'est ce que dit le théorème, oui. Ok, d'accord, merci. Puisque tu vois là, soit P dans L2 tel que P carré égale P, alors
petit b, P est la projection sur IMP parallèlement à KRP. Et pareil pour les symétries, soit S dans LE tel que S carré égale identité, alors S est la symétrie par rapport à, etc. Okay, donc c'est vraiment une caractérisation des endomorphismes à partir, disons, d'une propriété de type algébrique, d'accord? Dire que S carré égale identité ou dire que P carré égale P, c'est un truc, c'est calculatoire. Et donc on retrouve comme ça, d'une certaine façon, à partir de propriétés de calcul que vérifient les endomorphismes, on obtient immédiatement que ce sont, suivant les cas, des projections ou des symétries. Ok, merci. Ok, donc un exemple un peu plus élaboré, même bon, qui n'est pas très compliqué. Donc dans le cas crochet X, je considère F et G les sous-espaces vectoriels constitués par les polynômes qui sont pairs et impairs. Donc je dis pas de degré pair et de degré impair, hein. Je dis juste qu'ils sont pairs et impairs, c'est-à-dire quand je fais moins X, donc P de moins X, donc F c'est l'ensemble des polynômes, tel que quand j'applique moins X, ça me fait la même chose. Ok, donc dit autrement, c'est l'ensemble des polynômes qui ont uniquement des sommes qui sont sommes de puissance paire de x, enfin combinaison linéaire de puissance paire de x. Et G, donc pareil, c'est l'ensemble des polynômes tels que quand j'applique moins x, c'est moins p de x. Donc ces sous-espaces-là sont supplémentaires. Vous pouvez le vérifier. Enfin, d'ailleurs, vous allez le vérifier et vous allez identifier la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Donc, je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Donc, montrer que ces sous-espaces-là sont bien supplémentaires et donner la symétrie de F par rapport à F parallèlement à G. Ok. C'est à vous de jouer là. Monsieur, Ouais. juste pour savoir, est-ce que si on a un endomorphisme, on vérifie P puissance N égale à P égale à l'autre, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose avec ça ou pas? Si P puissance N égale à P, Ouais. non, enfin, c'est pas clair. Par Enfin, exemple, si c'est les le pair, par symétries, donc si tu prends N égale 3, par exemple, quand tu as P au cube est égal à P, bah, tu vois qu'en fait, ça peut être une projection. Enfin, les projections, elles vont vérifier ça, mais les symétries, puisque les symétries, quand tu as S carré égale identité, si tu multiplies encore par S, tu obtiens bien que S cube est égal à S. Oui. Donc tu as les symétries, tu as les projections, mais tu auras aussi d'autres choses, a priori. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Donc, P puissance N égale à P, non, ça va pas. Enfin, non, tu es sûr que tu auras d'autres choses. Donc, non, ça va être trop. Il va y avoir trop de choses possibles. Enfin, on pourrait, ouais, on pourrait. Enfin, bon, ouais, je pourrais donner une bonne réponse, mais la bonne réponse, en gros, c'est le programme de deuxième année. Donc, mais on peut caractériser d'une certaine façon ce qui vérifie ça, mais ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on a pour les symétries et les projections. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Oh, elle est trop shoot. Et Yacine, ton frère, il suit avec toi ou il a des problèmes?
Ok, merci. Monsieur, Youssef, il est connecté aussi, je crois. Ah, il vient de se connecter. Ok. Parce que là, il n'était pas il y a 10 secondes. Ah, c'est El Salvaius Junior. Ouais, bah, il s'est redéconnecté là. Là, il est dans les hors-lignes. Ah non, d'accord, il est juste en invisible. Vous mettez pas en invisible pendant les cours, s'il vous plaît, juste parce que moi, ça me permet de. Je vérifie à droite que les hors-lignes, donc. Enfin bon. C'est pas très grave. Bon, je vous laisse encore une petite minute. Monsieur, Ouais, quand vous dites identifier la symétrie, ça veut dire qu'on donne la fonction qui marche? bah ouais. Ok. Ok, est-ce que c'est bon pour à peu près tout le monde? Allez, pas tous en même temps. Ouais, je cherche. On peut avoir une minute de plus? Ouais, bien sûr. Pas trop. Ok. On a le temps. On n'a que ça à faire pour cette semaine, pendant cette semaine. Cette SEPT. Hein. Ouais, je pense que ceux qui espèrent qu'on en a plus pour 2 semaines, ils se trompent. Alors après, peut-être que ce sera entre 2 et 7, mais faut pas trop espérer en avoir pour moins d'un mois en tout cas. Mais après, on peut faire d'autres chapitres aussi. Ouais, bien sûr qu'on va faire d'autres chapitres. Ouais.
Ouais, Mathieu, tu seras une victime collatérale du coronavirus. Ok, on reprend. Donc, je vais passer sur page blanche. Donc d'abord, on veut montrer que F et G sont supplémentaires. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça marche? Moi, j'ai trouvé comment on faisait. Dis-moi. Déjà, j'ai bien justifié que f inter g c'était l'ensemble vide parce qu'on avait des polynômes impairs et les polynômes pairs et les polynômes impairs, il n'y en a aucun en commun. Et après, on a bien que f union g c'est égal à k crochet x parce que on peut l'écrire chaque fois on peut écrire un polynôme comme une somme de termes avec degré pair et degré impair. Ouais, alors juste t'as dit F union G, il faut bien dire F plus G. Et sinon c'est bien. T'es d'accord? Non, j'ai pas compris parce que j'ai pas encore parlé d'espace vectoriel engendré. Alors qu'est-ce que t'as dit? J'ai juste dit que f union g, j'ai parlé d'un ensemble, non? On parle pas d'un ensemble, c'est un espace. Alors, t'as le droit Oui. de parler d'un ensemble, mais ça dépend ce que tu dis derrière. Donc qu'est-ce que tu dis avec F union G? Ah ouais, non, ça marche pas. Bah non, j'ai rien dit. Non, mais ce que t'as dit était juste, mais c'est juste que donc Moi, un je croyais polynôme, il est pas soit pair, soit impair. Par contre, il est toujours somme d'un polynôme pair et d'un polynôme impair. Donc il est toujours dans F plus G, mais pas dans F union G. D'accord? D'accord. P, il est égal à la somme pour 0 inférieur à k inférieur à n, k pair des ak xk, plus la somme pour 0 inférieur à k inférieur à n, k impair des ak xk. D'accord? Et donc, ça, c'est dans F, et ça, c'est dans G. D'accord? Donc voilà la preuve. Bon, évidemment, vous écrivez ça mieux que moi, mais je fais mon mieux. Voilà la preuve du fait que F plus G, donc F et G sont en somme directe, puisqu'on a montré que leur intersection était triviale, était réduite à 0, et on a montré que en fait ils sont supplémentaires, puisque n'importe quel élément de E peut s'écrire, n'importe quel élément de K crochet X peut s'écrire comme somme d'un polynôme pair et d'un polynôme impair. Ok? Donc ça prouve qu'on a la décomposition, donc il faut bien penser à vérifier les deux points. Monsieur? Question? Oui. C'est quand vous parlez de impair ou pair, enfin j'ai cru comprendre c'est P de x égale enfin P de moins x ou truc comme ça, mais là vous parlez des degrés? Bah oui, parce que c'est quoi les polynômes qui sont pairs? C'est les polynômes qui sont somme de polynômes de degré pair. Ah d'accord. Et pareil pour le truc impair. Ok. Ok, mais tu peux l'écrire un peu différemment et tu vas trouver la même chose, c'est juste que c'est plus simple d'y penser comme ça. Ok, d'accord. Ok, Et après, je dis ce que j'ai fait après ou pas? avec plaisir. Donc après, j'ai dit, j'ai fait soit Q élément de K crochet X. Comme on a montré que F et G étaient en somme directe, j'ai dit qu'il existait un unique couple PI, P pour pair et I comme impair, qui était élément de F croix G. Tel que? Ouais, c'est ça. Et après, Oui, mais pour il vérifie quoi, P? Q égale P plus I. Voilà. Ok. Et après, pour mon analyse, on a la relation que si le symétrique existe, il vérifie que S de Q c'est égal à 2P moins Q. C'est pas si le symétrique existe. Le symétrique, il existe forcément. Si on raisonne par analyse synthèse, faut pas dire. C'est pas vraiment une analyse synthèse que tu la fais pas sur S, l'analyse synthèse. Tu as plutôt envie de savoir. Toi, ton problème, c'est de savoir qui va être S de Q, effectivement. Mais, enfin bon, dis-moi la fin, mais c'est pas vraiment une analyse synthèse. Donc, S de Q. C'est égal à 2P moins Q. Alors, attends. Donc, ok, donc tu le vois comme ça. Donc, c'est. Si on. De base, on le voit comme P moins I. Si tu veux, c'est aussi 2P moins Q. Ah, d'accord. Mais la symétrie, vous gardez la composante suivant le truc
par rapport auquel vous faites la symétrie et et vous prenez l'opposé de la composante sur de l'autre côté. D'accord? Mais on peut effectivement aussi l'écrire comme 2P moins Q. Mais là, je pense que tu es passé par la formule sur la projection, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Pour trouver en fait la formule de SQ. Ok, donc d'accord. Bon, alors, et d'une façon ou d'une autre, donc comment tu t'en sors maintenant? Ah, c'est bon, parce que en passant par 2P moins Q, j'avais trouvé le symétrique et après j'avais dit que si je trouve ce symétrique, bah ça me donnait bien Q. Ah, mais moi, je le connais pas, P. Je connais pas P, bah on a dit c'était la partie Ah avec oui, mais quand je dis identifier, c'est justement identifier sans de donner une formule qui va dépendre que du polynôme Q, quoi. Tu vois, si tu me dis, parce que moi je pourrais dire, bah la symétrie elle est donnée par P moins I si Q il s'écrit sous la forme P plus I. Mais là aussi c'est de la triche. Moi le but maintenant c'est d'identifier vraiment bah, qui est ce P et qui est ce I. Ah bah après on transforme, on met S de Q plus Q sur 2, non? Oui, effectivement. Donc, effectivement, le truc c'est que ce qu'il faut voir effectivement, c'est réussir à écrire. Enfin non, mais enfin là tu tournes en rond. C'est-à-dire, tu connais le polynôme Q, ok? Et tu connais le polynôme, tu connais pas le polynôme S de Q, tu connais pas le polynôme P, tu connais pas le polynôme I. Donc moi, je veux je veux connaître l'un de ces polynômes-là, quoi, pour pouvoir dire vraiment, donner une formule qui me donne qui me donne S de Q directement en fonction de Q. Et Ah pour ça, tu as besoin d'utiliser les propriétés qui caractérisent le fait que les polynômes pairs, enfin que P est un polynôme pair et que I est un polynôme impair, ce que tu n'as pas vraiment utilisé ici. Ah, du coup je l'écris avec une somme, avec un moins 1 puissance K devant le XK. Alors tu peux faire ça comme ça. Donc, alors si tu fais ça comme ça, donc si tu écris que Q, c'est la somme des AKXK. Donc qui est S de Q? Je dis que c'est la somme pareil, de K égale 0 à N, de moins 1 puissance K à KXK. Alors pourquoi? Ah, parce que quand K est impair, ça va me faire moins 1 devant la puissance impaire, et quand K est pair, ça va me faire juste plus 1. Ok. Du coup, ça correspond au Donc symétrique. ça, c'est une façon de voir les choses. Donc si on passe effectivement par cette décomposition-là, on a dit avant que Q, c'était du coup la somme pour K, j'écris pas les indices, hein, mais K pair des AKXK, plus la somme pour K impair des AKXK. D'accord? Donc le P, c'est celui-là, et le I, c'est celui-là. Ok. Mais donc si P, c'est celui-là et I, c'est celui-là, bah S de Q, c'est effectivement P moins I. Et si je regarde ce que ça fait, bah, je peux écrire effectivement que c'est la somme pour K pair des AK, enfin pour la somme pour tous les K, pardon, des AK moins 1 puissance K XK. Ok, donc ça c'est une façon de présenter les choses. Il y a une autre façon de présenter les choses, c'est de dire que c'est de ne pas utiliser les coefficients. Donc on écrit Q égale P plus I, donc toujours avec les mêmes notations, P est pair et I est impair. Et maintenant, j'utilise le fait qu'ils sont pairs et impairs. Donc maintenant, je regarde Q de moins X. Quand je regarde Q de moins X, bah, c'est P de moins X plus I de moins X. Mais donc, P de moins X comme P est pair, c'est P. Et I de moins X comme I est impair, c'est I. Et donc, j'ai exactement P moins I, c'est-à-dire j'ai exactement ce que je veux en fait. Ok, ça c'est S de Q par définition. Donc, S de Q, c'est le polynôme Q moins X, Q de moins X. Ok, évidemment, on trouve la même chose qu'avec la formule de Tenzin, puisque le moins 1, on peut le mettre dans le X. Et donc voilà. Donc ça nous fait bien que S de Q est égal à Q de moins X, qu'on passe par les coefficients ou pas. Ok, donc ça c'est une idée importante. Quand vous avez une décomposition
avec des éléments qui vérifient quelque chose, bah, utiliser ce qui vérifie. Et donc là, pour utiliser vraiment le fait que P est pair et que I est impair, bah, l'idée naturelle, c'est de composer avec moins X et d'obtenir une nouvelle identité et d'en faire quelque chose derrière. Est-ce que ça va pour à peu près tout le monde? J'ai une question. Quelque chose? Oui. Est-ce qu'on sait que la symétrie, enfin le symétrie, enfin voilà, la fonction symétrie quoi, enfin par définition du coup à x elle associe x et à y elle associe moins y. Donc est-ce qu'on peut partir de cette expression de la symétrie pour retomber sur p moins i? Genre est-ce qu'on peut partir de s de p égale sq, enfin ouais, on va dire s de p moins enfin s de q égale s de p plus i égale s de p plus s de i égale p moins i, on reconnaît la... Non mais le fait que s de q est égal à p moins i, ça on le sait, c'est par définition. Le problème c'est qu'on veut identifier la partie paire et la partie impaire. Ouais. Quand si tu me dis bah, s de q c'est p moins i, je te dis bah ok mais c'est qui p et c'est qui i? Non mais on sait, bah q on sait que c'est p et q on sait que c'est p plus i. Q on sait que c'est p plus i. Oui d'accord, mais ça me dit pas qui est p et qui est i. Ah, ouais. Quand on dit identifier, quand je dis donner une formule, bah, il faut bien comprendre que, imagine vraiment, je te demande d'identifier le symétrique. Si tu me réponds, bah, il y a quelqu'un qui fait du bruit, c'est pénible. Si je te dis, bah, j'écris Q sous la forme P plus I avec P dans tel espace, I dans tel espace, et à ce moment-là, S de Q, il sera égal à P moins I, bah, c'est vrai, mais t'as pas répondu à la question, parce que moi, ma question, c'est d'avoir une formule, quoi. Ouais. Et le fait que je sache que je puisse écrire Q sous la forme P plus I de façon unique et que donc ma formule P moins I est bien déterminée, c'est très bien, c'est tout à fait vrai. Mais si je dis à la fin que le polynôme symétrique de Q, c'est simplement Q évalué en moins X, enfin Q composé avec moins X, bah, j'ai quand même mieux répondu à la question, quoi. Ouais, mais justement, enfin, le fait qu'on a s de q égale p moins i, on peut dire, ah bah du coup on reconnaît la forme évaluée en moins x. Ah, mais... Enfin, au final, ça revient au même, mais je sais pas. Ah, attends, ce que tu dis, du coup, si je comprends bien. Alors, en gros, partir de... Ce que tu me dis, attends, je vais l'écrire, tu vas me dire ça. Ouais. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu pars de Q égale P plus I. Donc, Ouais. tu écris que du coup, S de Q, c'est P moins I. Ouais. Et ensuite, tu me dis que S de Q évalué en X. Du coup, enfin, donc c'est P de X moins I de X. Et ça, tu dis que c'est P de moins X plus I de moins X. Exactement. Et donc, du c'est coup, Q de moins X. Ouais, voilà. Voilà, bah, c'est un peu la façon à l'envers de faire le calcul par rapport à ce que voilà, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein, mais... Non, mais je demandais si c'est possible de partir de l'envers. Ouais, c'est possible, mais je pense que c'est souvent bien, c'est un truc un peu général en maths, que, comment dire, de réussir à dire le plus vite, à mettre en formule le plus rapidement les hypothèses qu'on a. Et Ouais. donc, l'hypothèse, c'est que Q, tu l'écris de la forme P plus I, que S de Q, ce sera P moins I. Et l'hypothèse, c'est que P et I vérifient certains trucs parce qu'ils sont dans un certain espace. Ouais. Et donc, il faut rapidement mettre ce truc-là en formule, quoi. Et donc, rapidement dire que P de X est égal à P de moins X et que I de X est égal à moins I de, et que I de moins X est égal à moins I de X. Et après, bon, enfin, à la fin, ça revient à peu près au même. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de mettre rapidement en formule tout ce dont on dispose pour savoir avec quoi on a le droit de jouer, quoi, d'une certaine façon. Ok. Ça va? Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce petit exercice? Ok. Donc, on reprend le cours. Donc, quelle heure il est? 11h24. Non, je suis pas au bon endroit du cours. C'est un peu le bazar là. Ok.
nous sommes là. Donc, on arrive à la sous-section 1, 2, 3, qui s'appelle forme linéaire et hyperplan, et donc qui est la dernière sous-section de 1, 2, et voilà. Donc, on s'arrêtera sur ces trucs-là. Donc, bon, tout de suite la définition. Donc, je rappelle d'abord que K, c'est un K espace vectoriel sur lui-même, d'accord? Donc, et donc là, K va jouer un rôle particulier. Donc, à chaque fois que je parle d'application linéaire à valeur dans K, je suis toujours en train de dire que j'utilise le fait que j'ai une structure que R est un R espace vectoriel sur lui-même et que C est un C espace vectoriel sur lui-même. Le fait que C est un R espace vectoriel, on l'utilise pas ici, hein, c'est vrai, mais on l'utilise pas, on l'utilise en fait assez rarement dans les trucs de début. Donc, ce que j'appelle une forme linéaire, enfin, ce qu'on appelle une forme linéaire, c'est une application linéaire de E dans K. Donc, c'est juste un cas particulier d'application linéaire, mais qui arrive dans le corps des scalaires. D'accord? Donc, dans R, si on est en train de parler de R espace vectoriel, dans C, si on est en train de parler de C espace vectoriel. Et donc, faites attention, ici, on parle de forme. Donc, quand on parle d'application linéaire, c'est entre deux espaces quelconques E et F. Mais quand je parle de forme linéaire, je pourrais dire application linéaire ou fonction linéaire. Mais quand je parle de forme linéaire, l'espace d'arrivée, c'est obligatoirement K, K lui-même. D'accord? Donc faites attention au vocabulaire. Et donc, on note l'ensemble des formes linéaires. Donc, a priori, c'est juste, on peut l'écrire comme L de E, virgule K. Donc, les applications de E dans K linéaire. En fait, on le note E'. OK? Donc, ça, c'est une nouvelle notation. Donc, on note E' l'ensemble des formes linéaires sur E. Donc, tout de suite, des exemples. Donc, j'ai donné 3 exemples et que je vais utiliser par la suite. Donc, un premier exemple, je prends R3 et je considère l'application qui, à X, Y, Z, me donne X. D'accord? Donc, l'application qui à X, Y, Z me donne X. Bon, bah ça, il n'y a pas de problème à vérifier que c'est linéaire et j'arrive bien dans le corps, c'est-à-dire je donne bien un scalaire. Donc ça, un vecteur, mais qui en fait est dans R lui-même ou dans C lui-même. Enfin, dans R ici, dans R lui-même. Donc ça, c'est un exemple de forme linéaire. OK, alors soyez précis. Remarquez que une application qui a l'air assez proche, c'est l'application qui va de R3 dans R3 et qui à X, Y, Z associe X, 0, 0. Donc, cette application-là, c'est pas une forme linéaire parce qu'elle va dans R3. Elle associe d'une certaine façon la même chose, sauf que ça, c'est le vecteur de R3 de coordonnées X, 0, 0, alors que ça, c'est juste un réel. D'accord? Donc, c'est qui cette application? En termes de ce qu'on a vu avant. C'est pas la projection de R3 sur l'axe des abscisses? Donc, c'est la projection de R3 sur l'axe des abscisses parallèlement au plan des YZ. D'accord? Donc, quand on parle de projection ou de symétrie, on parle d'endomorphisme, on part d'un espace, on arrive dans un autre, alors qu'une forme linéaire, ça part d'un espace, mais ça arrive toujours dans R ou dans C, si on est en train de parler de C espace vectoriel. OK. Donc, ça, c'est le premier exemple de forme linéaire, donc sur R3. Ensuite, on a, je prends K crochet X, et je prends l'application qui à P associe la valeur en 0 de P'. Bon, bah ça, pareil, il n'y a pas de problème pour vérifier que c'est une application linéaire. OK, puisque AP, ce que je dis, c'est que AP plus alpha P plus bêta Q prime de 0, c'est bien alpha P' de 0 plus bêta Q prime de 0. Donc, c'est une forme linéaire, et cette forme linéaire, c'est une application linéaire, et c'est en fait une forme linéaire, puisque P' de 0, c'est un élément de K. Donc, j'arrive dans K. Et enfin, dernier exemple, je considère le R espace vectoriel des applications continues de R dans R, et à une fonction f, j'associe l'intégrale de f entre 0 et 1. Bon, bah alors, l'intégrale, je pense qu'on avait déjà donné ça comme exemple une fois. Donc, l'intégrale entre n'importe quelle borne, c'est une application linéaire, d'accord? Si je fais une combinaison linéaire de f
et d'une autre fonction g, eh bien, ça a donné la combinaison linéaire des intégrales. Et comme j'arrive dans R, j'ai bien une forme linéaire. OK. Et alors maintenant, on va appeler, donc ça c'est une définition importante, hyperplan, le noyau d'une forme linéaire non nulle. Donc par définition, ce qu'on appelle un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire qui n'est pas nulle. OK. Donc je vais donner tout de suite des exemples et on verra pourquoi on appelle ça un hyperplan assez vite. Donc hyperplan, il faut imaginer que ça veut dire plan le plus gros possible, quoi. Donc on va préciser ça dans la suite. Enfin, il faut imaginer que ça veut dire sous-espace vectoriel maximal en un certain sens. Donc la première chose, c'est qu'un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire, donc c'est une application linéaire particulière. Donc c'est un sous-espace vectoriel de E. Et en plus, comme la forme linéaire est non nulle, dire que la forme linéaire est non nulle, ça veut dire qu'il y a un endroit où elle s'annule pas. Donc ça veut dire que son noyau, c'est pas tout. Tout n'est pas dans le noyau. Donc ça veut dire que c'est un sous-espace vectoriel strict de E. D'accord? Donc c'est un sous-espace vectoriel inclus dans E. C'est un sous-espace vectoriel de E, mais c'est pas E en entier. Donc par exemple, pour l'application L1, l'application L1, son noyau, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y, z dont la première coordonnée est nulle. Donc en fait, c'est l'ensemble des 0, y, z avec y et z dans R. Pour L2, c'était l'application qui a un polynôme associé sa dérivée en 0. On pourrait dire c'est simplement l'ensemble des polynômes dont la dérivée en 0. Et une autre façon de caractériser l'ensemble des polynômes dont la dérivée en 0 est nulle, la dérivée en 0, c'est le A1. Si j'écris P sous la forme somme des AK xk, P' de 0, je rappelle que c'est A1. Okay, soit c'est évident, soit c'est une formule de Taylor. Mais, et donc, le noyau de L2, c'est l'ensemble des polynômes dont le coefficient devant x est nul. Ok, donc ça, c'est un hyperplan. Celui-là est un hyperplan. Et L3, par définition, c'est l'ensemble des fonctions dont l'intégrale entre 0 et 1 est nulle. Et donc, l'intégrale entre 0 et 1, c'est ce qu'on appelle la moyenne de la fonction entre 0 et 1. Donc, L3, c'est l'ensemble des fonctions de moyenne nulle sur 0, 1. J'ai vu qu'en physique, en ce moment, vous faisiez de la théorie du signal, donc ça ne devrait pas vous surprendre comme terminologie. Si vous ne l'avez pas déjà vu d'ailleurs en maths. Voilà. Ok, donc ça, c'est petits exemples. Donc, un hyperplan, il a la propriété particulière qu'il admet toujours des supplémentaires. Et donc, si je prends n'importe quel hyperplan de E et que je prends un vecteur X de E, mais qui n'est pas dans H, qui n'est pas dans mon hyperplan, alors H est H est vecte de X, le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur X. Ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Donc, d'une certaine façon, vecte de X, il faut imaginer que donc c'est une droite. Donc, bientôt, on dira que c'est un espace vectoriel de dimension 1. Okay, même si je n'ai pas défini ce qu'était la dimension, on peut bien imaginer que si on a une notion de dimension, une droite, c'est de dimension 1. Donc, d'une certaine façon, H, c'est un truc qui est de dimension 1 de moins que E. D'accord? Puisque quand on rajoute, on imagine que les dimensions vont s'ajouter. Ok, donc ça, c'est tout à fait vrai quand on est en dimension finie, c'est-à-dire par exemple quand on est E égale Rn. Mais il faut penser que ici, E peut être un truc beaucoup plus gros que ce qu'on imagine. Par exemple, E, ça peut être l'ensemble des polynômes. L'ensemble des polynômes, c'est un truc de dimension infinie, on précisera plus tard. Et donc, ça n'a pas de sens de dire que H est de dimension l'infini moins 1. Mais d'une certaine façon, un hyperplan, c'est un truc qui, quand je rajoute un truc de dimension 1, j'obtiens tout. Donc, c'est en ce sens-là et en le sens de la proposition qui va suivre que H est un sous-espace vectoriel maximal. Okay, dès que je rajoute une droite, j'obtiens tout. Donc, la preuve de ça, donc je veux montrer que H est en somme directe avec vecte X. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'il faut que je montre qu'une intersection est nulle, est réduite à 0, pardon, et que n'importe quel élément de E s'écrit comme somme d'un élément de H et d'un élément de vecte X. Donc, d'abord, je vais montrer l'existence de la décomposition. Donc, d'abord, j'appelle L une forme linéaire non nulle dont H est le noyau. Donc, par définition, elle existe puisque c'est la définition d'un hyperplan d'être le noyau d'une certaine forme linéaire non nulle.
Je fixe un x hors de h, puisque ça c'est la donnée de l'énoncé. Et donc maintenant, je veux montrer que si U est dans E, alors je peux écrire U comme un élément de H et un élément de vecteur X. Donc, la première remarque, c'est que Lx est différent de 0, puisque dire que X n'est pas dans H, c'est dire que X n'est pas dans le noyau de L, donc que L de X n'est pas nul. Et maintenant, j'écris, alors là, j'ai un peu parachuté, mais j'écris U sous la forme U moins L de U sur L de X, donc ça, c'est un élément de K, hein. Donc j'écris U moins L de U sur L de X fois X. Donc ça, c'est un élément de E. Ça, c'est un élément de E. Donc je suis bien en train de regarder des éléments de E et de faire leur somme. Donc j'écris U comme U moins L de U sur L de X fois X plus L de U sur L de X fois X. Donc pourquoi j'écris ça comme ça? D'une certaine façon, je n'ai pas fait l'analyse, c'est la partie synthèse. C'est si vous écrivez U comme H plus un truc de vec de X, donc un truc de vec de X, c'est de la forme lambda fois X, où lambda est un certain scalaire. Si vous écrivez ça comme ça, maintenant, vous allez utiliser la seule chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire le fait que H, il est dans le noyau de L. Donc, vous allez dire que L de U, c'est 0 plus lambda L de X. Et donc, comme ça, vous arrivez à identifier le lambda. Le lambda, c'est nécessairement L de U sur L de X. Et donc, une fois que... Donc, ça, c'est l'analyse, si vous voulez. Une fois que donc vous écrivez U sous la forme que vous cherchez et vous identifiez le lambda. Une fois que vous avez identifié le lambda, vous savez qui est le vecteur à droite. Donc c'est L de U sur L de X qui était le lambda fois X. Et donc il n'y a pas d'autre choix possible. Pour le vecteur à gauche, c'est forcément ce qui reste. Donc U moins L de U sur L de X fois X. Ok. Donc j'écris cette décomposition-là. Et maintenant, je vérifie que cette décomposition-là, le premier vecteur est bien dans H. Et le deuxième vecteur est bien dans vect de x. Donc, quand j'applique L à ce vecteur-là, le premier vecteur U moins L de U sur L de x fois x, j'ai que L de U moins L de U sur L de x fois x, c'est L de U moins L de U sur L de x fois L de x. Et les L de x se simplifient, donc il reste L de U moins U, c'est-à-dire 0. Et donc, comme je suis dans le noyau de L, je suis dans H, par définition. Donc, U moins L de U sur L de x fois x est dans H. Et par ailleurs, L de U sur L de x fois x, c'est un multiple de x. Donc, il est dans le vecte de x. Donc, ça me prouve, cette décomposition-là, cette écriture-là me prouve bien que E, il est somme de H et de vecte de x. Monsieur. Par ailleurs, H, il intersecte vecte de x seulement en 0, puisque si U est un multiple de x, alors L de U, c'est alpha fois L de x, et ça c'est non nul, sauf si alpha égale 0. Donc dit autrement, alpha U égale alpha x sera dans H, si et seulement si alpha est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a bien que H intervecte de x est égal à 0. Et donc ma somme, qui a priori, donc là j'avais juste écrit une somme, donc maintenant je sais que ma somme est directe, donc E est égal à H, somme directe avec vect x. Alors, je suis pas très niveau de notation. Des fois, j'écris vect avec des accolades. Des fois, j'écris vect avec des parenthèses. En fait, j'ai le droit. Quand j'écris avec des parenthèses, je pense à ça comme une famille. Quand j'écris avec des accolades, je pense à ça comme une partie. Ça donne la même chose. Donc voilà. Vous pouvez écrire avec des accolades ou avec des parenthèses. Ça, c'est pas très important. Voilà pour cette preuve. Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. Ok, oui, Paul, j'enverrai une correction de l'exercice. Donc, qui voulait poser une question? C'était moi, Okay. Paul. Ouais. J'ai juste pas compris pourquoi le L de U moins L de U sur X, enfin sur L de X fois X, ça donnait L de U moins L de U. Quand j'évalue, donc par linéarité, j'ai L de U moins ça, L de U sur L de X, c'est un scalaire, donc je peux le sortir. Donc j'obtiens ça. Ouais. D'accord? Imagine que ça, tu l'appelles alpha, le L de U Ah oui, sur d'accord, L de si, X. ok, je viens de comprendre, ok. Je suis juste en train de dire que c'est un scalaire, donc je peux le sortir. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bien, donc, alors une remarque importante, c'est que quand j'ai H, je peux toujours choisir un X qui est hors de H, d'accord? Je prends n'importe quel vecteur qui n'est pas dans H, et il y en a puisque H n'est pas égal à tout. Et donc, à partir de cette proposition-là, ça me dit que dès que j'ai un hyperplan, je peux trouver un supplémentaire, donc n'importe quelle droite vectorielle engendrée par un vecteur qui est hors de H, d'accord? Donc, dans les exemples précédents, pour trouver un supplémentaire, du coup, j'ai juste besoin de trouver un élément, un vecteur qui ne s'annule pas, pour lequel la forme linéaire ne s'annule pas. Donc, par exemple, dans le premier exemple, je dézoome un peu pour qu'on puisse les voir les deux à l'écran, peut-être. Ouais, je pense que ce sera suffisant comme résolution. Donc, le premier exemple, on avait L1 qui était la forme linéaire qui a x, y, z associé x. Je prends le vecteur U1 qui est égal à 1, 0, 0. Alors, par exemple, alors L1 de U1, c'est égal à 1, donc c'est non nul. Donc, U1 n'est pas dans H. U1 n'est pas dans H, et donc j'ai bien que U1, enfin que vect de U1 plus H est égal à R3. Où H, donc c'est le noyau de c'est H1 si vous voulez. C'est le noyau de L1. Donc c'était le plan 0x, le plan des YZ. Pareil pour les polynômes, je prends un polynôme pour lequel L2 ne s'annule pas. Donc par exemple le polynôme U2 égale x, puisqu'on a vu que L2 ça renvoyait le premier coefficient, le coefficient devant x. L2 de U2 c'est égal à 1. Et donc j'ai une somme directe entre vect x et l'hyperplan, le noyau de L2, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes dont le terme devant x est nul. C'est pas surprenant que l'ensemble des polynômes dont le terme devant x est nul soit un supplémentaire de la droite engendrée par x, mais c'est pas surprenant, mais en tout cas là on a une preuve de ça. Enfin, on n'a pas besoin de ça pour une preuve, mais en tout cas, c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire. Et donc, un troisième exemple, c'est donc avec cette histoire de moyenne. Donc, je prends la fonction constante égale à 1. Eh bien, la fonction constante égale à 1, sa moyenne est égale à 1. Donc, L3 de U3, c'est 1. Et donc, ça me dit que C0, donc les applications continues de R dans R, elles sont en somme directe entre le vect de U3, donc le vect de cette fonction constante égale à 1, plus H3, avec H3, donc qui est l'ensemble des fonctions de moyenne nulle. Entre 0 et 1. OK? Donc voilà comment j'utilise ma proposition dans mes différents cas. Et donc, une autre façon de reformuler ça qui peut-être explique encore mieux cette histoire de cette terminologie d'hyperplan ou de sous-espace vectoriel maximal, c'est de dire que si H est un hyperplan de E, et si je prends un sous-espace vectoriel de E qui contient H, donc j'ai F inclus dans H inclus dans E, non, pas ça, pardon, c'est le contraire. J'ai H inclus dans F inclus dans E. Alors en fait, il y a forcément une de ces deux inclusions qui est une égalité. Donc soit F est égal à H, soit F est égal à E. D'accord? Donc c'est en ce sens-là que H est un sous-espace vectoriel maximal parmi les sous-espaces vectoriels distincts de E, parmi les sous-espaces vectoriels stricts. C'est que il n'y en a pas de plus grand. Si j'en prends un plus grand, forcément, c'est E tout entier que je récupère. Et donc la preuve est directe. Je suppose que H est différent de F. Si H est différent de F, comme F contient H, ça me dit que je peux trouver un U dans F, mais qui n'est pas dans H. Donc F, il va contenir H et U. Donc F, il va contenir l'espace vectoriel engendré par U plus H, puisque tout ça, c'est l'espace vectoriel engendré par H et U. Mais vecteur U plus H, on a vu juste avant que c'était E. Et donc, si F est différent de H, alors F est égal à E. Et donc ça me dit bien que soit F est égal à H, soit F est égal à E. Ok, donc le bilan de tout ça,
c'est que un hyperplan H et une droite D sont supplémentaires si et seulement si D n'est pas contenu dans H. Et donc, dès que j'ai un hyperplan, je peux trouver un supplémentaire en prenant n'importe quel vecteur hors de H et en regardant la droite engendrée. Alors, il faut voir que le contraire n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire si je prends une droite, c'est pas clair de trouver une forme linéaire qui va me donner un hyperplan, parce qu'en général, si je vous donne un espace vectoriel abstrait, c'est dur de donner une forme linéaire. D'accord? Donc c'est bon voilà, c'est un peu un détail un peu pénible, mais vous aurez jamais en pratique besoin ou rarement d'introduire un supplémentaire pour une droite, d'accord? Parce que, enfin, sauf dans des cas en dimension finie ou des choses comme ça, mais n'importe quel hyperplan admet un supplémentaire, à savoir une droite. C'est pas vrai que n'importe quelle droite admet un supplémentaire, à savoir un hyperplan. En tout cas, je l'ai pas démontré. Ok. Donc on s'arrête là. On s'arrête là pour aujourd'hui et j'aimerais qu'on passe une petite dizaine de minutes à discuter un peu d'organisation encore. Donc d'une part, oui, alors peut-être des questions d'abord. J'ai une question s'il vous plaît. J'ai pas compris la dernière remarque que vous avez faite. Si vous pouvez réexpliquer s'il vous plaît. Donc ce qui est écrit ou ce que j'ai dit à l'oral? Ce que vous avez dit à l'oral par rapport. Ce que je dis à l'oral, c'est que si tu prends une droite, donc un espace vectoriel engendré par un vecteur, c'est pas clair qu'il existe un hyperplan qui lui est supplémentaire. Ah d'accord, ok. Mais l'inverse, ok. Ouais. Mais l'inverse, c'est vrai. Si j'ai un hyperplan, j'ai toujours des droites supplémentaires en prenant la droite engendrée par n'importe quel vecteur hors de l'hyperplan. Mais si je prends une droite, j'ai pas de façon simple de construire un hyperplan qui lui est supplémentaire. C'est juste ça que je dis. D'accord. Ok, merci. C'est vraiment un détail, c'est pas important. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à problème d'organisation? Bien. Donc il y a 3 choses. Donc je reste sur le stream pour écrire des choses. Donc il y a 3 choses en gros dont j'aimerais qu'on discute. La première chose, c'est l'école. La deuxième chose, c'est en gros la question de savoir les jours de cours. Donc je précise, c'est typiquement, est-ce que vous considérez encore que le week-end que les jours du week-end sont des jours particuliers et donc est-ce que vous en voudrez beaucoup si de temps en temps on met des heures le week-end ou pas? Et la troisième chose, ça va être un peu la même question pour les vacances en fait, les vacances de Pâques. Donc à supposer qu'on reste confiné au moins jusqu'aux vacances et sans doute incluses, et a priori c'est quand même l'option privilégiée. À quel point vous voudrez prendre 2 semaines de vraies vacances ou bien on pourra considérer qu'on fait encore un peu des cours en version plus légère si vous voulez, mais à quel point vous voulez sacraliser les vacances, sachant que de toute façon en pratique ça change pas grand chose puisqu'on est confiné chez nous. Donc voilà, c'est un peu de ça, donc j'aimerais qu'on discute. Donc peut-être on peut commencer par le point 2 finalement. Donc pourquoi je pose ça? Donc là on a eu un petit bug avec le prof de physique. On a mis des cours en même temps le vendredi matin. Donc là pour demain matin, donc on a cours seulement 1 heure de 11h à midi parce que 11h midi 30 c'est un peu compliqué pour ceux qui avaient l'option info. Clairement 11h midi c'est pas vraiment suffisant. Donc dans l'idéal j'aimerais bien rajouter une petite séance un moment ce week-end. Voilà, pour savoir ce que vous en pensez. Et, si vraiment c'est pénible pour trop de gens, on ne fera pas ça. Voilà, donc je vous écoute. Je peux y aller, ouais. Au moins que ce soit peut-être pas le dimanche, parce que genre avoir un dimanche libre, ça permet personnellement, je sais pas, de prendre beaucoup d'avance pour la semaine, parce que par exemple, je suis vraiment d'accord. Donc l'idée serait plutôt de le faire le samedi, donc le samedi après-midi quand vous avez un truc le samedi matin, mais possiblement le samedi matin aussi. Ouais, parce que là par exemple en cette fin de semaine on a beaucoup de choses, en tout cas pour demain et tout ça avec l'info en plus. C'est pas forcément pour ce samedi, voilà. C'est juste est-ce que dans l'absolu l'idée d'avoir un moment des fois pour le samedi, ça vous gêne ou pas?
C'est juste pour m'organiser sur les séances. Évidemment, si vous me dites que ça vous gêne, bah, ça fait que les séances, ça fait que pendant la semaine, c'est plus dense, quoi, forcément. Bah, dimanche, ouais, mais samedi, personnellement, pas trop. Enfin, après. Ok, donc non, mais le dimanche est exclu, je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il y en a pour qui avoir cours le samedi, ça les emmerde vraiment? Vous avez le droit de le dire, hein, Bah, moi, je pense juste la seule chose, c'est que si on a cours le samedi, par exemple, après-midi, c'est qu'il faudrait pas non plus que ce soit un week-end où on soit trop chargé en travail, puisque il faudra entre le temps de se reposer et le temps de travail lié aux autres matières aussi. Ah ouais, je suis d'accord. Bon, sachant après que la notion de cours, ça peut être aussi typiquement, ça peut être des trucs plutôt type TD quoi que je ferai le samedi, donc qui peuvent aller un peu en mode un peu voilà quoi, plutôt que de faire les exercices dans votre coin, je les fais avec vous, mais voilà, je pense pas que je ferai des cours magistraux de toute façon à ce moment-là parce que voilà mais par contre, enfin voilà, c'est juste est-ce que si je fais certaines sessions le samedi, est-ce que ça vous va après en avoir discuté au cas par cas avec vous, quoi. Je vais pas mettre les heures avant de vous en parler. Donc voilà. Est-ce que c'est une possibilité? C'est une possibilité, mais donc faut juste aussi que ce soit pas trop dense le samedi parce que on est un peu éclaté quoi le samedi après-midi. Ouais, je suis parce d'accord. qu'on sort d'un DS, donc. Je suis d'accord. Ouais, après, on n'est plus vraiment en DST. Personnellement, je préfère. Le samedi, je vais rien vous mettre. Donc c'est quoi là vos plannings de DST? Donc là, vous avez physique. Dans 2 Après, semaines, anglais. vous allez avoir maths. Et la semaine prochaine, vous avez quelque chose ou pas? Anglais, normalement. Normalement, vous avez On anglais. est Donc, les censé DS anglais, avoir c'est combien de anglais. temps? On est 3 heures. 3 heures. Mais on aura, enfin, c'est compliqué de faire un truc. Je sais pas, elle nous en a pas parlé en tout cas. Après, je pense. D'accord. Et alors, donc un peu dans la même question des heures des jours de cours, est-ce que je me rends pas compte. Là, j'ai l'impression de ne pas avancer assez vite, mais voilà, bon, c'est un peu comme ça et que demain j'ai qu'une heure, donc ça va pas s'arranger. Mais surtout qu'on va faire des exercices demain. Mais est-ce que d'avoir des heures un peu plus tardives, quoi, est-ce que ça pourrait être une solution? Genre, je sais pas, un cours en fin d'après-midi, genre 17-19, quelque chose comme ça. Si, en fait, le mercredi, ce serait pas trop possible. Parce qu'il y a physique. Non, parce qu'il y a espagnol. Parce qu'il y a espagnol, d'accord. Espagnol. Oublié. Est-ce que les germanistes ont quelque chose à dire aussi? Est-ce qu'il y a un seul germaniste dans la classe? Je crois qu'il reste qu'Elisabeth en hispaniste. Il reste que moi. Non, mais donc sans discuter encore des problèmes précis d'emploi du temps, est-ce que voilà, si à un moment, en fait,